remercier d'être venu. Ça prouve, même si la salle l'a remplie, mais ça prouve quand même que les questions de la rencontre du numérique et de la ville intéressent quand même. Et en effet, on a passé cette journée puisque les questions de la ville et du numérique, de leur rencontre, cristallisent, je pense, on a pensé, les étudiants du master industrie culturelle et société et moi-même, que dans ces questions se cristallisaient un certain nombre de choses qu'on va essayer de détailler dans cette journée. Tout d'abord, c'est, je pense que l'idée même de la ville est en train de changer. C'est en train de devenir un territoire qui est en train de devenir un objet qui est pensé de plus en plus en termes de partage, d'expérience et de vécu, à travers notamment des discours qui ont trait aux smart cities, aux villes intelligentes, qui vont de plus en plus se développer. Dans le sens où, du coup, aux bâtis, aux rues, aux monuments, aux éléments patrimoniaux aussi qui sont dans la ville, se superpose la question des réseaux humains, la question des réseaux numériques, et la rencontre des gens dans ces réseaux. Du coup, cette journée, on l'a pensé aussi pour penser l'articulation entre ces éléments bâtis et entre ces questions de la ville vécue. Et dans ces questionnements interviennent fortement les outils numériques, puisqu'il y a un imaginaire qui s'est largement développé autour des outils numériques en tant qu'outils de collaboration, outils de partage. Et du coup, ils apparaissent comme des éléments déterminants et pouvant aider du coup à transformer la ville, à transformer le territoire, les lieux patrimoniaux en lieu d'expérience, en lieu de pratique. Il y a aussi la question du coup, puisque on s'est beaucoup intéressé à ces enjeux, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de questions autour des jeunes habitants de la ville et aussi autour des jeunes praticiens du patrimoine. Et aussi autour des jeunes dans leurs usages du numérique. Et j'ai bien l'impression que du coup, dans ces questions liées aux urbanités numériques, à la rencontre de la ville et du numérique, il y a quelque chose à questionner concernant justement les pratiques des jeunes, dans leur construction de soi, dans leur façon dont ils se déplacent dans la ville, dont ils commencent à se déplacer seuls dans la ville, ou accompagnés. Les outils numériques peuvent être pensés comme des moyens d'autonomisation. Voilà, donc c'est quelques-unes des questions que l'on va se poser aujourd'hui. Pour ça, c'était important qu'on se retrouve, je pense, dans une structure culturelle, puisque il faut questionner aussi quel rôle elles peuvent jouer dans ces questions des pratiques de la ville, des pratiques culturelles de la ville. En collaboration avec les artistes et avec les habitants. Et pour cela, on a aussi donc invité des personnes qui interviennent dans des entreprises pour interroger, pour qu'ils puissent nous faire part de leur expertise en termes de maîtrise des outils numériques, développement des projets numériques, ainsi qu'un acteur du milieu associatif. Qui peut questionner du coup davantage la question des habitants, puisque les associations peuvent déployer une forme d'expertise dans le rapport des habitants au quartier. Voilà, donc pour cela, j'aimerais remercier les intervenants qui ont accepté de venir. Donc Cédric Levray, qui est à ma gauche, qui est directeur général de la Furet Compagnie, qui est une entreprise qui développe des jeux de pistes sur smartphone, une chose qui est assez Nathalie Paquet, qui est créatrice et gérante d'Urban XP, qui développe des expériences interactives dans le domaine de la culture, du tourisme, du loisir, de l'éducation, bien d'autres domaines, qui développe notamment des jeux urbains. Et enfin Guillaume Domas, qui est médiateur à l'association ADN, qui est une association qui promeut les arts et cultures numériques dans la ville de Lyon. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, je vous remercie encore une fois d'être venu. Sachez qu'on a pensé cette journée comme un réel espace d'échange et de collaboration. Et donc du coup, il y aura
place qui sera laissée au dialogue vis-à-vis du public. Donc je vous invite vraiment à prendre la parole, c'est important. Et si vous le voulez, vous pouvez également live tweeter sur cette journée en utilisant le hashtag URBN. Voilà. Et je vais aussi vous présenter une dernière chose, Mathilde qui est là-bas, qui est une de mes collègues dans le Master ICS et qui sera aussi, qui animera avec moi cette demi-journée. Voilà, je vous remercie beaucoup, je laisse la parole à Cédric Lebré de la Fury Company. Merci. Alors, je n'ai pas testé le micro, ça marche. Donc, merci beaucoup de m'inviter. Je vais essayer de passer une demi-heure à présenter quelques petites choses des différents projets qu'on a fait. Et ensuite, il y aura une demi-heure de questions-réponses, si j'ai bien compris le mode opératoire. Alors, nous, le premier point sur lequel je vais commencer, c'est le jeu et le patrimoine. On va après se focaliser sur la ville, mais déjà le jeu et le patrimoine. Quelle est l'interaction entre le jeu et le patrimoine? Alors là, j'ai un exemple ici. On a, si je ne vous avais pas marqué sur ce slide, ceci est un jeu, tout le monde se serait dit c'est la Joconde. Et en fait, on se dit, bah non, ça ne doit pas être tout à fait la Joconde. Et donc on va aller regarder de plus près. Et c'est exactement l'approche du jeu sur le patrimoine. C'est d'aller observer et d'aller chercher des points de détail pour trouver dans quelle mesure cette Joconde est un jeu. Et si on la compare, en fait, bon là il y a juste une petite astuce, mais si on la compare à la véritable Joconde, il se trouve qu'il y a un pont qui a disparu. Et donc, on peut se poser la question, quel est le sens de ce pont? Pourquoi un pont est-il là-bas? Alors, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas mon laser, mon sabre laser, mais juste au-dessus de son épaule à droite, dans le tableau original, vous avez un pont qui représente énormément de choses. Et donc, il va y avoir deux approches aussi là, sur lesquelles on va pouvoir discuter. C'est l'approche de celui qui est juste là pour le jeu, et donc il va juste voir qu'il a un pont, c'est-à-dire qu'il manque un pont, et qui passe à la question suivante, et à celui qui va se poser la question de pourquoi y a-t-il un pont. Alors ça, c'est le premier point, et alors je sais pas s'il y en a qui ont remarqué que j'avais amené un Kinder Surprise. En fait, chez Fury Company, on a énormément de moyens, donc on n'hésite pas à avoir des effets spéciaux. Et c'est pour moi un effet qui est très important, l'effet Kinder Surprise. Alors c'est pas la peine de chercher sur Google, c'est moi qui l'ai inventé, donc je ne sais pas si... Mais vous allez dire si c'est pertinent ou pas. L'effet Kinder Surprise, en fait, c'est... si on prend un Kinder Surprise, bon, tout le monde en a mangé un, et tout le monde se souvient quand il était petit, complètement excité à l'idée d'ouvrir son Kinder Surprise. Si on y réfléchit de plus près, un Kinder Surprise, c'est du chocolat qui est pas de très bonne qualité, avec une surprise qui, en soi, n'attirerait pas plus que ça l'attention. Or, quand vous êtes petit, votre cadeau, votre surprise Kinder Surprise, elle est restée sur votre table de nuit pendant au moins un an. La particularité, donc, c'est l'association entre cet œuf en chocolat qui n'a pas d'intérêt et une surprise sur laquelle vous ne serez pas autrement arrêté. C'est le mariage des deux. Le chocolat apporte de l'intérêt à la surprise, fait porter votre attention sur la surprise qui est à l'intérieur, et la surprise donne de la saveur au chocolat. Et si on met l'ensemble des deux, ça crée une émotion. Un gamin qui voit un Kinder Surprise est tout excité. Le mariage du jeu et du patrimoine, je décrirai un peu de la même façon. C'est-à-dire que par le jeu, on va attirer l'attention du joueur sur le patrimoine. Le patrimoine, du coup, va prendre tout son sens et toute sa valeur, et le patrimoine donne aussi de la valeur au jeu, puisqu'on est content d'avoir appris des choses. C'est un peu l'approche de jeu sérieux ou de jeu utile. On a appris quelque chose en jouant. Et l'ensemble des deux crée une émotion. Et voilà. Ça, c'est assez fondamental sur ce mariage entre, sur ce qu'on veut être ce mariage entre le jeu et le patrimoine. Donc il y a un Kinder Surprise à gagner. La meilleure question qui sera posée. On l'offre, le Kinder Surprise. Autre sujet, parce que nous, notre spécialité, c'est d'être quand même sur les supports numériques, et plus particulièrement les smartphones. Alors, il y a un attrait qui est presque animal, des écrans lumineux. Et ce qui explique, c'est pas la seule chose qui explique, mais ce qui explique en partie l'attrait pour les iPads, pour les enfants. Tout le monde a remarqué comment les enfants vont jouer sur un iPad, les grands aussi, et les chats. Il y a tout un tas d'ailleurs d'applications pour chats sur iPad. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais vraiment, le support numérique est vraiment attractif d'un point de vue quasi animal pour le jeu. Alors, je vais vous présenter maintenant, après ces
ces petits exemples pour nous faire rentrer dans le sujet. Je vais vous présenter qui on est très rapidement. Donc, vous l'avez peut-être compris, nous, notre métier, c'est de faire des jeux de terrain sur smartphone. Alors on peut dire jeux in situ, sur smartphone et tablette. On propose donc toute la solution technique pour faire ça. J'ai mis entre parenthèses sérieux. Alors on verra aussi ce qu'on veut, ce qu'on entend par jeu sérieux. Le terme est très utilisé, donc il faut faire attention. Moi, je parlerai plutôt de jeu utile. Je préfère ce terme au terme de jeu sérieux, qui a un côté beaucoup trop éducatif. Donc on va être dans du jeu de piste, la chasse au trésor, l'enquête, des jeux de rôle, tout ce genre de choses. Par rapport, la grosse différence, enfin, les quelques différences ici entre une approche classique du jeu, c'est-à-dire l'approche guide, touristique, et l'approche par le jeu, c'est déjà on est sur la découverte. Le visiteur est acteur de sa découverte. On n'est pas dans une approche passive où on écoute une information qui descend, on va devoir soi-même trouver la réponse aux questions et après éventuellement creuser le sujet. On a souvent des jeux qui sont construits autour de moments famille, donc ça c'est quelque chose d'important. Il y a aussi un côté imaginaire qui est très important dans le jeu. Dans le jeu, on peut amener le joueur sur quelque chose de scénarisé, donc refaire vivre des personnages historiques, faire vivre des contes et légendes, faire vivre des personnages complètement fictifs et éventuellement créer une totale fiction. Donc ça va permettre de créer un univers et un univers scénaristique, et ça Nathalie nous en parlera plus en détail, parce que c'est plus son métier que le mien. On peut par le jeu on est maître, on se rend maître un peu des déplacements du visiteur, enfin du joueur, et donc on peut jouer sur l'irrigation. Donc là, je parle en particulier sur une ville qui aurait à mettre en valeur des zones qui ne sont pas visitées. On peut avoir certaines villes dans lesquelles les gens viennent juste pour visiter un château, pour visiter un musée, et ensuite repartent. Par le jeu, on peut très bien avoir un jeu qui commence sur ce château ou ce musée et qui se poursuit dans la ville. Donc ça aussi, ce paramètre d'irrigation, c'est quelque chose de très important. Et pour finir sur les différences, il y en a certainement d'autres, mais l'aspect universel du jeu, c'est-à-dire que le jeu s'adresse aussi bien aux primo-visitants, la personne qui ne connaît pas la ville, qui ne connaît pas le musée, qu'à la personne qui est soit locale et qui connaît parfaitement la ville, ou le musée. Alors je vous donnerai d'ailleurs des exemples là sur quelques références qu'on a derrière. Je vais prendre sur cet aspect-là l'exemple du château de Versailles. On a fait un jeu au château de Versailles qui s'adressait aux abonnés du château de Versailles. C'est un jeu qu'on a lancé sur un public abonné. Les abonnés du château de Versailles vont au moins 1 ou 2 fois par mois au château. Donc c'est des gens qui connaissent très bien le château, mais par le jeu, on a attiré leur regard sur des points de détail qu'ils n'avaient jamais remarqués. Donc tous à l'arrivée nous ont dit, ah oui, ils ont appris énormément de choses sur le château. Et ça, c'est quelque chose de très important sur la corderie royale qui se trouve ici derrière moi, la deuxième référence que je cite. On est exactement sur la même chose. Hein. L'objectif. Alors, la corderie royale, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu qui mélange l'univers de la bande dessinée. On est sur, je ne sais pas si vous connaissez L'Épervier. Quelqu'un parmi vous connaisse quelques-uns? Oui? D'accord. Donc, L'Épervier, c'est un héros de bande dessinée, c'est un corsaire de l'époque de Louis XIV. C'est une bande dessinée qui aujourd'hui en est à son 8e volume, donc il y a une première série de 6 volumes. Et l'idée, c'est d'aller faire une enquête avec l'Épervier sur le site de la Corderie Royale pour déjouer un complot anglais. Bon, là, il y a énormément de synergies là-dedans qui sont intéressantes. Donc il y a des gens qui sont venus parce qu'ils connaissaient l'Épervier. Il y a des gens qui ont découvert l'Épervier pendant le jeu et qui ont eu envie d'acheter la bande dessinée. Et le jeu, c'est aussi bien à provoquer un taux de revisite très important sur le site de la Corderie. Il faut savoir qu'à la Corderie Royale, n'avait jusque-là quasiment pas de revisite. Donc ça se trouve à Rochefort. Hein. Les Rochefortais répondaient grosso modo qu'ils l'avaient visité quand ils avaient 16 ans, ils n'avaient aucune raison d'y retourner. Donc là, par le jeu, forcément, le raisonnement est différent. On va avoir sur ces références pas mal de villes. Hein. Donc on voit Poitiers, Brest, Chasse au trésor de la mairie de Paris. Le jeu, le Bercy Village, on a là le musée d'Abu Dhabi également. Voilà, donc
les jeux, chaque territoire va avoir adapté. Le jeu est propre à chaque territoire, bien sûr, on ne parle pas d'un jeu générique. C'est à chaque fois des scénarios. Là, Perpignan, ben, on est en train de décrire l'histoire de Super-Perpignan. Bon. Voilà, donc l'idée c'est à chaque fois d'utiliser un univers qui est en rapport avec la ville. Voilà, d'ailleurs, bon, le sujet c'est la ville, mais on note aussi des jeux dans les parcs naturels, des jeux dans les musées. Le jeu n'est pas non plus limité à la ville. Quelque chose de fondamental sur notre façon de voir le jeu de terrain, c'est que le smartphone ne sert que de vecteur au jeu. Donc c'est le carnet de route, c'est la boussole, c'est l'interface de saisie, c'est l'interactivité, mais le regard doit toujours être, le plus possible, être sorti du smartphone. Donc là on a quelques photos, pour nous c'est le fondamental, c'est ça. C'est toujours des jeux qui doivent ramener à l'observation de l'environnement. Alors, là, c'est une classification qui n'est pas encore passée au niveau de la Commission européenne. C'est juste pour essayer de se fixer un petit peu les idées. Sur les différents types de scénarios, il n'y a rien d'absolu, hein, peut-être que Nathalie va d'ailleurs me contredire, mais je voulais essayer de fixer un petit peu parce qu'il y a un grand panel de scénarios de jeux in situ qui peuvent être faits. Donc je les ai classés par pouvoir de scénarisation, on va dire en quelque sorte. Le premier étant la balade, la visite interactive ou quiz mobile. Donc là, grosso modo, on emmène le joueur dans un parcours qui n'a rien de mystérieux et on le fait s'arrêter sur différents points. Et sur ces points, on va poser des questions. On passe au pied de chez Dalida et on va poser une question sur la vie de Dalida. Donc ça c'est des jeux qui peuvent être assez simples à faire parce que d'un point de vue scénarisation, c'est un quiz qui se passe dans la rue. C'est pas forcément très compliqué à écrire. Ensuite on a le parcours de découverte. Le parcours de découverte, là on est sur quelque chose qui est le chemin commence à faire partie de l'intrigue. Et quand on arrive, on doit trouver, la réponse à la question, c'est le point auquel on doit se rendre. Parce qu'on trouve encore plus fort d'ailleurs, plus fortement dans tout ce qui est jeu de piste, chasse au trésor et course d'orientation, où là vraiment, le cheminement fait partie de l'intrigue. Et puis après, on a deux types de jeux qui sont beaucoup plus puissants sur le plan de la scénarisation, qui sont l'enquête et le jeu de rôle. Pour être un peu plus détaillé sur la différence entre les deux, bon, l'enquête, on va être dans un univers un peu Da Vinci Code, Indiana Jones. On collecte des éléments, et ces éléments, donc on va trouver des indices, on va trouver tout un tas de choses, et ces éléments, on va devoir les assembler, donc on est vraiment sur quelque chose très scénarisé à ce niveau-là. Et puis le jeu de rôle, la particularité du jeu de rôle, c'est que vous proposez des choix d'action aux joueurs, et que suivant ces choix d'action, le déroulé du jeu va différer d'un joueur à l'autre. Donc là aussi, du point de vue de la scénarisation, on a quelque chose de très puissant. Donc là en particulier sur les copies d'écran que vous voyez, on propose aux joueurs à un moment donné dans le jeu d'acheter du vin. D'accord, donc libre aux joueurs d'acheter du vin. Il faut savoir que le joueur, même si c'est une monnaie de jeu, donc absolument virtuelle, le joueur est radin. Même peut-être plus qu'avec son propre argent, donc très souvent il ne va pas acheter quelque chose, sauf s'il en est vraiment obligé. Il se trouve que là, s'il n'achète pas le vin, il tombe sur un garde qui bloque le passage dans une ruelle, et ce garde, il peut soit lui proposer le vin qu'il a acheté, dans le cas où il a acheté, soit l'acheter qui lui coûte beaucoup plus cher, soit l'attaquer, et là on s'imagine bien que ça mène nulle part. Donc, si vous ne pouvez pas passer l'étape du garde, vous faites tout un détour dans la ville. Donc on ne perd jamais, bien évidemment, dans le jeu de rôle on ne perd jamais, il y a toujours une issue, on ne se trouve jamais dans un cul-de-sac, mais ça va être plus compliqué pour celui qui a été le moins judicieux. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc il me reste 10 petites minutes pour vous faire une petite démo, pour essayer d'être un peu plus concret sur... sauf si vous avez déjà des questions. Hein? Voilà, la démo c'est bien. Alors, je vais essayer de faire une démo qui est bien dans ce cas-là. Alors, vous me dites parce qu'en fait tout se passe derrière moi et si ça se trouve vous voyez des choses qui n'ont rien à voir avec ce que... Donc là surtout vous m'alertez. Alors
Alors, ce que je vous propose, donc là, je vais vous montrer un peu notre application. Donc là, ça, c'est notre application de base avec tout un tas de jeux. Vous retrouvez toutes les références que je vous ai citées. Hein. Donc, on a du jeu de piste, on a de l'enquête, on a de la chasse au trésor, du jeu de rôle, complot à la corderie, là, qui s'affiche. Perpignan et l'anneau cosmique. Voilà. Le principe du jeu, alors c'est ce qui est aussi important, c'est que dans le jeu, non seulement on met en scène un territoire, dans un jeu urbain, non seulement on va mettre en scène un territoire, mais on met aussi en scène les archives. Le jeu, alors vous allez le voir, l'idée c'est d'intégrer au jeu des archives qui ne sont pas forcément présentes dans le territoire, et alors là on va voir aussi toutes les notions de réalité augmentée qui peuvent être complètement pertinentes dans le jeu, mais l'idée c'est d'avoir aussi une complémentarité entre le territoire et le jeu. Bon, là, on commence donc par cette enquête. Alors, il paraît qu'on peut avoir de l'audio. Moi, je me disais que je ne voulais pas être complètement ridicule, mais finalement, je me dis que je n'ai pas peur. Bon, vous avez le droit de rire. Hein. Donc là, en fait, on commence l'enquête donc avec le furet qui nous appelle à l'aide. Ah, on a basculé sur. Alors. Non, bon, alors voilà. D'accord. Sinon, j'ai une autre méthode un peu plus violente. Il faut toujours essayer de commencer par la conciliation. Voilà. Donc visiblement, je ne peux pas avoir les écoutes d'eau. Ah, si, c'est parce que voilà. Il ne fallait pas me brancher sur l'iPad mais sur l'ordinateur. Je pense que ça va mieux se passer. Donc, alors, je reviens. Donc on a un petit message du furet, hein. Voilà, qui passe pas, donc c'est très bien. 5 minutes pour pas donc le furet nous appelle. Allez, je vous le raconte parce que je connais le scénario. Donc le furet nous appelle à l'aide hein, pour aller retrouver sa famille qui a disparu au petit matin. On retrouve sur place un morceau de papier chiffonné qu'il va falloir reconstituer. Donc l'idée c'est de toujours proposer aux joueurs des intrigues sur lesquelles il va y avoir du questionnement. Forcément sur un support tactile, le joueur va mettre le doigt, hein, donc là, tiens, il se passe quelque chose. On va pouvoir reconstituer le message. La famille a été kidnappée par les révoltés de la République. Donc, forcément, les révoltés de la République, on va se rendre place de la République. C'est absolument logique. La carte est forcément très impliquée dans le jeu. On va trouver, donc là, on fonctionne sur une carte qui est dans le même univers que le jeu, et on doit se rendre sur place. Normalement, bien sûr, un point bleu nous indique notre position, mais là, on est un peu loin. Et donc, on va se rendre place de la République. Géolocalisation, très bien. Je passe dessus parce que dans le jeu de terrain, tout de suite on dit géolocalisation. Moi je vais être très clair, hein, la géolocalisation, c'est quelque chose qu'on utilise moins de 10% dans le jeu. La géolocalisation en tant que validation, valider que la personne est au bon endroit par géolocalisation. Pour moi, c'est pas quelque chose qui valorise le territoire, de dire j'y suis, ah bah oui j'y suis. Bon. Donc on essaie d'avoir des jeux un peu plus raffinés que la géolocalisation. Alors, on trouve une photo déchirée. On trouve au sol une photo déchirée, donc là, ça c'est classique, hein, ça peut être des morceaux de parchemin, ça peut être tout un tas de choses dans le cadre d'une enquête, on la photo déchirée. On la reconstitue et on va retrouver sur le terrain cette sculpture-là. Donc on s'y rend, on se rend sur place et alors là, on va demander aux joueurs, alors ça c'est pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, de l'utilisation des archives. Ça dans le jeu, l'utilisation de l'archive, c'est quelque chose de très important et de très bénéfique pour le jeu. C'est à la fois bénéfique parce que ça permet de déboucher les archives, mais c'est bénéfique pour le jeu. Là, on est sur une archive en une page et on doit aller retrouver le nom du serment d'union auquel fait référence cette archive. Bon, je trouve que c'est très simple, c'est écrit. On peut avoir des archives en plusieurs pages où il faut aller feuilleter, il faut aller mener notre travail d'enquête sur ces archives. Donc là, on trouve le serment du jeu de paume. Et là, on utilise des archives qui sont en rapport avec le lieu sur lequel on se trouve, mais qui ne sont pas directement. Donc on augmente en quelque sorte le jeu de ces archives. Et donc on répond au serment du jeu.
Alors, il y a toute cette information, alors je disais, je parlais tout à l'heure de jeu sérieux ou de jeu utile. Là, c'est une question aussi qui a se poser quand on crée un jeu, de l'emplacement où on met le curseur, entre le ludique, le 100% ludique. Donc là, sur du 100% ludique, je ne sais pas si vous connaissez les ARG, Alternate Reality Game, mais là, on est très souvent sur du 100% ludique. Hein. Donc c'est des jeux, vous allez chasser les fantômes dans la ville. Le fantôme, il est là, mais il pourrait être ailleurs, il n'a pas de sens particulier par rapport à son environnement. Donc là, on est sur du 100% ludique, et puis si on veut mettre le curseur sur du 100% culturel, on est dans le parcours guidé, parcours juste culturel. Donc il faut juger du bon endroit où mettre le curseur pour que le jeu reste un jeu, et en même temps que la personne qui veut aller plus loin dans sa découverte puisse le faire. Donc là, nous, on fonctionne souvent avec des fiches info. Donc là, vous voyez que je gagne une fiche sur la place de la République, que je ne suis pas obligé de consulter si je veux me contenter de jouer. On gagne des bonbons, donc ça c'est la monnaie de jeu. Voilà. On va avoir, je parlais tout à l'heure de logique de jeu de rôle, donc là en particulier, un exemple, le Furet nous dit, avant d'aller plus loin, on va s'acheter des provisions, et on va choisir la provision qu'on souhaite s'acheter. Donc là, je vais aller assez rapidement, donc on peut par exemple acheter une bouteille d'eau, et cette bouteille d'eau qui va venir dans notre sacoche de jeu nous servira plus tard dans le jeu. Là, l'idée c'est de rendre vraiment le joueur responsable de son enquête. Ses choix influencent la suite du jeu, donc on a une vraie responsabilité dans l'enquête. Bon, tout ce qui est puzzle, ça on est obligé, on va pouvoir varier le niveau de complexité, plus vous allez avoir des puzzles complexes, plus les gens doivent repérer d'abord l'œuvre qui sont censés refaire un puzzle. Là évidemment sur un jeu de démo, c'est un chien, je ne sais pas si c'est décorrélé du territoire. Autre exemple de jeu, et vous voyez en haut à droite un compte à rebours, donc ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant à utiliser de temps en temps avec parcimonie, bien évidemment. On ne va pas faire courir les gens dans des zones à risque, mais si on est face à une église, face à une devanture, on peut rajouter un petit peu de palpitation sur une étape donnée pour intéresser un petit peu le jeu. Là on est encore sur des chiens, sur un jeu de terrain, sur un jeu en ville, on va demander de trouver des enseignes, de demander de retrouver les détails d'une devanture, etc. Donc là, on va retrouver les chiens qui sont de la même espèce que le premier chien. Donc on a Eddie Mitchell et Patapou. Alors, choix de direction, ça aussi, on peut donner au joueur une liberté dans son choix d'organisation de son jeu. Il peut très bien décider, je recommande de commencer par Bastille ou Nation. On peut découvrir la ville étape par étape et dans l'ordre qu'on souhaite. Donc là, on va commencer par Bastille. Alors Bastille, je vais continuer un petit peu sur... Donc on gagne une petite fiche de la Bastille. Et là, je vais continuer sur les effets spéciaux. Vous allez voir qu'on a des très gros moyens. Hop. Donc, alors je suis un peu dans l'ombre, je ne sais pas que ça va marcher. Donc là, on va être sur la réalité augmentée. La réalité augmentée, alors on en parle beaucoup, c'est aussi un sujet très à la mode. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent réalité augmentée. Là, c'est une réalité augmentée qui se base sur la reconnaissance de l'image. L'idée, c'est de faire émerger une image. Alors, dans le jeu, ça va être un indice. Donc, alors, je vais voir parce que là, je suis à contre-jour, j'espère que ça va marcher. Donc là, je vais devoir scanner. C'est un peu trop à contre-jour. Donc, voilà, je vais aller reconnaître. Donc là, on reconnaît qu'on a trouvé ce qu'on cherche. Donc on valide. Donc là, c'est la reconnaissance d'image. Et on va aller mettre un indice par-dessus la réalité. Donc là, l'intérêt... Il y a énormément de choses à faire sur ce mode-là. Sur ce mode réalité augmentée. Ça peut être faire apparaître un détail sur une œuvre entourée des points d'intérêt sur une devanture. Donc là, il y a vraiment énormément d'applications possibles. Donc vous voyez aussi qu'on gagne des objets, donc la lampe qui vient se mettre dans notre sacoche, et tout ça, ça va pouvoir être utilisé plus tard dans le jeu. On retombe sur les logiques un petit peu jeu de rôle, donc vous voyez que là, on rencontre un passant qui est visiblement assoiffé, qui a envie de nous parler également. Donc là, vu qu'on a acheté l'eau tout à l'heure, on peut lui donner de l'eau. Donc là, on a à nouveau un message audio dont je vous fais cadeau. Et alors, ça c'est autre mécanisme de jeu intéressant. C'est tout ce qui est en fait
Là, le principe, c'est d'aller observer un vitrail. Sur ce jeu-là, ça va être vraiment d'aller observer un vitrail pour y trouver un détail. Alors là, le détail dans le vitrail, c'est que le personnage tout à l'heure vous a dit de prendre une loupe et une paire de ciseaux. On les a rajoutés un petit peu sauvagement. Normalement, effectivement, c'est quelque chose qu'on va directement aller trouver sur le vitrail. La tablette ne sert que d'interface de saisie de la réponse. Donc on va aller récupérer la paire de ciseaux et la loupe. Sur ce mécanisme-là, je arrive un petit peu au bout du temps, donc je vais m'arrêter là. Mais sur ce mécanisme-là, on peut faire des jeux des erreurs. Ah oui, on peut faire des jeux des erreurs, on peut faire énormément de jeux et amener vraiment le regard du joueur sur l'environnement. Je voudrais juste finir par ça. Il y a plein d'autres jeux, mais on ne va pas tous les faire, mais finir par ça aussi, ça marche très bien. Bon, voilà, ça c'est pas particulièrement jeu de terrain, mais la petite photo souvenir sur le banc où il y a une statue, etc. On se prend en photo avec. Ça marche très bien, et puis ça se poste sur Facebook, ça communique, c'est parfait. Voilà, donc je m'arrête ici dans mon enquête, et je vais vous laisser poser des questions si vous voulez. Là j'ai bien vu comment le jeu est en adéquation avec la vie, mais avec l'élément patrimonial. Est-ce que à un moment donné, dans certains de vos jeux, on peut rejouer un personnage de l'histoire ou Tout à fait. Non, ça va être sur les logiques jeux de rôle. En fait, la scénarisation va permettre de donner vie à des personnages de l'histoire. Si je reviens sur le jeu de Grenoble médiéval, on y croise le chevalier Bayard, on y croise un certain nombre de personnages historiques qui vont nous donner des missions, des missions à exécuter. Alors après, on peut aussi proposer aux joueurs de rentrer dans la peau d'un personnage, mais une interaction avec un personnage de fiction ayant vécu dans la ville, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, mais en termes de scénarisation, c'est un peu plus complexe, et en termes de validation en général, c'est des parcours qui demandent plus de temps, parce que au niveau des... Il y a des gens qui sont à cheval sur ces personnages. C'est pas évident d'écrire un scénario en respectant complètement l'histoire, hein, si on fait intervenir le chevalier Bayard. Bon, voilà, donc, mais oui, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Est-ce que les parties gratuites en fait? Alors là, nous, la grande majorité de nos jeux sont gratuits. On a assez peu de jeux payants, sauf sur Paris. Sur Paris, Lyon et Grenoble. Mais sinon, la grande majorité de nos jeux sont gratuits. Et sur nos jeux payants, effectivement, on a la possibilité de commencer le jeu gratuitement, et après, on a une section qui est... Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que, quand vous investissez différents types d'espaces, est-ce que vous avez remarqué des spécificités à la ville et aux jeux en ville par rapport aux musées ou aux parcs naturels, que vous investissez également de cette logique ludique? Oui, alors il y a la première des spécificités. Alors il y a beaucoup de différences en fait entre les musées et les villes. Et la première des différences, elle tient à l'organisation, à un point très simple, c'est que sur un musée vous avez un accueil et une entrée, alors que dans la ville il n'y a pas particulièrement, il y a des entrées. Donc très souvent sur un musée on va être sur quelque chose de guidé. Sur un parcours guidé. Bon, il y a des aspects pratiques qui sont aussi assez simples, de pouvoir fournir éventuellement le jeu peut être en complémentarité entre du numérique et du physique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des jeux dans lesquels le smartphone constitue une partie du jeu, et après avoir des éléments physiques, papier ou autres, dans une sorte de mallette de jeu, et ça on va pouvoir le trouver dans des musées, dans des parcs, dans des endroits où il y a des points d'accueil. Sur la ville, ça va être plus compliqué, parce que très souvent, sur la ville, on ne va pas imposer aux gens de passer soit à l'office de tourisme, etc., pour faire le jeu. Donc on est sur... voilà, ça sur la structure du jeu, ce fait d'avoir une entrée, ça va changer pas mal la donne. Après, il y a une autre différence, c'est d'être en milieu couvert, en milieu non couvert.
L'aspect géolocalisation ne va pas trop marcher dans les lieux couverts, sachant que nous, on n'est pas particulièrement friand, mais on est quand même géolocalisé sur la carte plus facilement dans une ville que lorsqu'on est dans un musée. Hein. Donc là aussi, en termes de conception, c'est différent. En ville, vous êtes en extérieur, donc il faut faire attention au problème de luminosité, et on ne va pas être sur les mêmes mécanismes de jeu en extérieur et en intérieur pour ces problèmes-là de luminosité, également de relief, hein. C'est-à-dire que si je prends, il y a des choses qui vont bien se passer sur des supports plans et moins sur des supports. En fait, je dirais, il y a le jeu d'intérieur, il y a le jeu urbain et il y a le jeu en espace naturel. Et c'est pareil, en espace naturel, c'est très différent. La façon de faire un jeu sur un espace naturel est très différente parce que vous avez peu de supports fixes. Déjà, la nature bouge, hein, donc vous avez vraiment une notion d'hiver et d'été, et donc la conception du jeu est complètement différente sur ces trois espaces. Je me disais aussi que le musée ou même le parc sont des espaces qui sont organisés pour la visite, dont la finalité est déjà la visite, alors que la ville, a priori, se prête aussi à d'autres types de pratiques. Et donc, comment vous faites pour précisément travailler cet aspect-là, parce que du coup, votre travail, ça va être aussi de faire passer d'un espace qu'un espace de pratique multiple, un espace de pratique de visite, et comment les gens qui jouent et qui visitent font avec les autres. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez... Oui, alors, ça, il y a plusieurs questions. Alors, juste pour bien clarifier votre question, est-ce que votre question est sur un jeu qui commencerait en ville et qui finirait... Un jeu qui manierait les deux espaces, ou simplement... Donc, sur un jeu en ville... Non, sur un jeu en ville, on ne va pas avoir de problème de gens qui se côtoient, on va dire, entre les joueurs et les non-joueurs, parce que, bon... on n'a pas non plus 500 joueurs qui passent par jour sur un lieu donné. Donc ça va se fondre, alors sauf grosse opération comme la chasse au trésor de la mairie de Paris, où là effectivement c'est même arrivé que la RATP panique et ferme et annule le jeu au dernier moment parce qu'elle voit tout un tas de joueurs débouler dans ces stations de métro et elle se dit aïe aïe aïe, danger. Bon. Voilà, ça peut arriver, mais c'est des gros l'événement, la chasse au trésor de la mairie de Paris, c'est environ 20 000 joueurs sur une journée, donc ça fait du monde. Mais sinon, en dehors de ça, sur du jeu permanent, ça va pas se voir, ça va pas vraiment... donc on n'a pas ni de dégradation, parce qu'on pourrait se dire, et ça on essaie de faire attention à ça aussi, de dire, les gens, s'il y a un joueur qui veut vraiment être le seul à jouer, il dégrade pour faire en sorte, parce que des fois on dit qu'il faut suivre le chemin du dragon, le dragon est comme ça, il suffit de le retourner, de le mettre comme ça, et les autres partent dans l'autre sens, mais non, ça on ne le constate pas en pratique. Après, il y a des espaces qui décident, alors par exemple si je prends le cas de la Corderie Royale, la Corderie Royale, elle privatise son espace pour le jeu. C'est-à-dire que vraiment, donc c'est à partir de 18h jusqu'à 21h, l'espace est privatisé, et devient un espace de jeu, et là on va envoyer les joueurs. Il faut savoir qu'ils ont une centaine de joueurs sur 2-3 heures, donc là effectivement ça fait un gros volume de joueurs et le mélange ne serait pas forcément heureux. Ils sont allés jusqu'à 170 joueurs, donc sur l'espace c'est assez concentré. Donc là, mais les châteaux de Versailles par exemple, lui ne séparent pas. Bon, il faut dire que sur le flot de la visite. Alors, ceci dit, c'est aussi un bon exemple, le château de Versailles, parce qu'il y a les contraintes du château de Versailles sont très fortes. On ne remonte pas un flot de visiteurs, surtout un flot de visiteurs chinois ou japonais. Ça, vous ne pouvez pas aller à contresens, c'est pas possible. Donc, le jeu suit forcément le sens de la visite et ne freine pas non plus les visiteurs. La problématique du château de Versailles, c'est pas tellement d'avoir du monde, mais surtout de fluidifier son trafic. Un peu pour prolonger les questions précédentes, d'abord merci pour la clarté de votre présentation qui permet aussi
d'éviter d'être centré sur la technique, et c'était très clair, parce qu'on a une appréhension des pratiques, pas simplement des techniques. Vous avez, en gros, si j'ai bien suivi votre description, on a des formats de jeu, des types, ce que vous appelez des types de jeux, avec des difficultés de scénarisation montantes, globales. Et puis, en gros, les environnements, qu'ils soient environnements urbains ou muséaux, sont, on va dire, des espèces de ressources pour les jeux, que ces ressources soient augmentées. C'est le décor du jeu. Est-ce qu'il y a des cas où ces environnements, ce qui est malin, parce que du coup ça s'appuie aussi sur des habitudes culturelles de jeux très traditionnels ou de jeux qui sont nés aussi avec le numérique, mais aussi avec des traditions très longues, est-ce qu'il y a des environnements qui vous ont poussé, ou qui ont poussé les gens qui ont travaillé ensemble pour concevoir ces jeux, à revoir ces modèles? Est-ce que les types, est-ce que le fonctionnement avec des types, formats, et un environnement qui est un gros environnement de ressources fonctionne toujours bien, ou est-ce qu'il y a des environnements qui résistent au format des jeux? Alors, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on cherche en travaillant. Alors, pour être clair sur notre activité, nous, on est sur la partie technique. Donc, on travaille avec des scénaristes, des gens qui savent faire des jeux, etc. Et donc, chacun a vraiment son point de vue. Donc, Nathalie, par exemple, on travaille avec Nathalie. Chacun a son point de vue et sa façon d'appréhender le territoire. Et heureusement, en fait, que notre plateforme doit évoluer en permanence. Parce que nous, c'est aussi ce qui nous fait plaisir, c'est à chaque fois d'avoir des nouvelles choses à imaginer. C'est-à-dire qu'on a alors, la classification que j'ai faite, elle est vraiment faite juste pour se fixer les idées. Pour dire, voilà, on peut avoir des jeux très simples qui sont juste des balades quiz, et puis on peut avoir le jeu de rôle qui est beaucoup plus costaud. Derrière, il n'y a pas de squelette type du tout, c'est-à-dire une enquête, très souvent en même temps un jeu de rôle, donc il n'y a pas... Mais nous, on a une sorte de catalogue de mécanismes de jeu, et déjà, on aime beaucoup tordre les mécanismes qu'on a. Ça m'arrive souvent d'être face à un créateur de contenu qui me dit, ou bien qui dit, ah ben là, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça. Alors, là, je sais pas faire, puis le lendemain, au bout de 24 heures, ah, mais si, il y aurait qu'à, on peut faire comme ça. En natif, ou sinon, on développe. On fait des développements en disant, voilà, il y a... on n'arrête pas d'imaginer les nouvelles façons de concevoir le jeu. Certains auteurs disent, moi, le smartphone, ok, mais ça ne doit pas être le support de jeu. Le smartphone, c'est quelque chose qui doit intervenir de façon impromptue vis-à-vis du joueur. C'est pas vraiment impromptu, mais tout d'un coup, paf, ça sonne, ça bouge, ça vibre, ça hurle, je sais pas. Et quelque chose vient se produire dans mon enquête qui était peut-être papier, j'avais ma sacoche, je menais mon enquête sur le papier, tout d'un coup, quelque chose vient m'interrompre. Voilà. Donc on a tous ces... Non, on est toujours en train d'imaginer des nouveaux mécanismes de jeu pour s'adapter au lieu, pour s'adapter aux gens qu'on a en face qui ont plein d'idées. Moi, en fait, ma question était plus d'ordre pratique, en fait, pour les personnes qui utilisent les jeux et l'accessibilité, en fait, des jeux. Par exemple, quand on est dans la ville, on n'est pas forcément au courant qu'il existe des jeux comme ça. Et du coup, comment est-ce que les gens qui se promènent, par exemple, moi je suis place de la République, est-ce que vous avez une communication particulière pour dire aux gens Alors, là, c'est une vraie question. Enfin, toutes les questions étaient vraies, mais... non, mais toutes les questions... Voilà, donc, on peut revenir en arrière ou... Non, c'est une très bonne question qui revient à la question de différence entre les musées et les villes. Effectivement, le problème sur la ville, c'est de la communication. Sur un musée, il suffit de mettre un panneau à l'entrée. Ceci dit, Château de Versailles, on n'a pas de panneau à l'entrée. Et on fait quand même 200 chargements par jour. Donc, par les simples recherches, le Château de Versailles sur les magasins applicatifs. Mais sur la ville, le problème de la communication, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut communiquer par les moyens plutôt numériques. Donc des fois, les villes vont communiquer sur leur Facebook, sur leur... Voilà. Donc on peut communiquer au niveau des hébergements, on peut communiquer... Il faut trouver les endroits pour communiquer. Mais effectivement, Place de la République, on ne va pas pouvoir communiquer. Et vous travaillez avec les offices de tourisme, des villes aussi? On travaille beaucoup avec les offices de tourisme. La grande majorité de nos interlocuteurs villes sont des offices de tourisme. Oui. Et c'est donc, sachant qu'on ne veut pas non plus limiter l'accès au jeu aux gens qui viennent à l'office de tourisme. Donc il faut être assez imaginatif et effectivement pour communiquer sur ces jeux, sur un jeu de ville, c'est assez problématique. Enfin,
problématique. Il faut être imaginatif. Après, nous, on essaye de créer au niveau de notre solution une sorte d'effet de communauté. Enfin, les gens qui ont fait un jeu, par exemple, ils ont fait le jeu de la corderie royale à Rochefort, parce qu'ils ont vu des panneaux à la corderie royale, parce qu'ils sont allés à la corderie royale, ils voient qu'à côté, une fois qu'ils ont fini le jeu, parce que c'est un des jeux qui ne se font pas deux fois, on ne pourra pas faire deux fois le même jeu, donc, ils voient qu'il y a un jeu sur Poitiers. On dit, ah, bon, on va aller faire le jeu sur Poitiers. Donc après, il y a la communication au sein des gens qui savent. Mais effectivement, pour une première accroche, c'est une vraie question. Oui, ma question elle est sur quel est votre mode d'entreprise. Vous répondez à des appels d'offres, c'est les mairies qui décident, ou vous avez une vraie stratégie, vous, de développement d'entreprise autour avec une connexion entre vos différents jeux? Alors, on a une vraie stratégie. On répond beaucoup à des appels d'offres. Aujourd'hui, on a commencé, alors, on n'est pas très nombreux, on est juste 500, et non, on est assez peu nombreux, donc si vous voulez, d'un point de vue commercial, on ne pouvait pas se perdre. Donc on a commencé et on continue à être très présent sur les territoires. Donc plutôt office de tourisme, ville. Il se trouve que là, on a signé le château de Versailles parce que c'était un appel entrant. Donc du coup, de ce fait-là, on se développe un petit peu sur les musées, mais sans avoir les moyens de mettre un effort commercial vraiment fort là-dessus. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé auprès des offices de tourisme, déjà parce que la société existe depuis 3 ans. Il y a 3 ans, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans les mœurs. Ce genre de sujet. Donc il a fallu convaincre, et c'est des cycles de décision qui sont très longs. Donc il y a eu beaucoup de travail d'évangélisation à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'appels d'offres là-dessus, donc aujourd'hui on répond des appels d'offres. Et sur les musées, effectivement, donc on a eu le château de Versailles, derrière on a eu le Louvre Abu Dhabi, et là on vient d'avoir la cité d'architecture et du patrimoine. Ça vient. Voilà. Le château de Versailles a lu un article sur nous dans le Monde, et là c'est génial, ils nous ont appelé, et voilà, et ça s'est fait comme ça, un peu par hasard. Alors, pour une deuxième question, c'est vous avez bien répondu tout ce que vous voulez faire en ARG, en géolocalisation, j'ai bien compris, mais vous n'avez pas parlé du tout du rapport avec les vrais jeux vidéo, enfin le monde du jeu vidéo. Ce que vous faites, c'est plus proche, tout ce que vous présentez, votre approche elle est plus proche du jeu de table ou du jeu de société au sens de boîte que du jeu vidéo. On n'est pas sur du jeu vidéo, oui. Alors ça c'est un choix délibéré également. On est plus sur on va plus être sur du storytelling que sur du jeu vidéo. Encore une fois, le but pour nous c'est que le regard ne soit pas accaparé par le smartphone. On veut pas que la personne soit le nez collé sur son smartphone. Le but c'est que le smartphone donne la mission, mais que le joueur soit inscrit dans son véritable environnement. Après, il y a des jeux, donc là, effectivement, on peut revenir sur un peu l'ARG, dans ce mode-là, où on mélange vraiment du jeu vidéo et de la réalité. Moi, personnellement, voilà, il faut voir vraiment au niveau de l'usage, là, pour en avoir essayé pas mal, il y a des moments où je me suis vraiment fait peur. Parce que quand vous êtes en train de chasser des aliens dans la rue comme ça, tac tac, vous vous retournez, etc. Si vous ne prenez pas les pieds dans une poussette, c'est que vous avez 4 yeux. Moi, c'est assez compliqué. Et en plus de ça, faire un ARG au sens vraiment jeu vidéo du terme, qui soit lié à un lieu, parce que quand vous liez votre jeu avec un lieu, vous diminuez forcément le nombre de joueurs. Si vous faites un jeu, si vous créez un jeu, par exemple, moi je me souviens d'être allé sur le jeu de la corderie royale, c'est un jeu qui a été soutenu par le ministère de la Culture, et donc on a eu un oral au ministère de la Culture, et la personne qui nous est passée notre oral nous dit « Je vous souhaite autant de téléchargements que Griblords ». Alors moi je l'ai regardé, je lui ai dit je ne sais pas si ça serait une bonne nouvelle, parce que si tout d'un coup il y a la corderie royale de Rochefort qui a 1 million de personnes qui va débarquer sur son site, je ne sais pas ça va être un petit peu compliqué. Donc on est forcément, à partir du moment où on est sur du jeu localisé, donc on demande aux gens de se rendre sur place. En termes de quantité de chargement, on ne va pas du tout être sur des millions de chargements. Donc forcément, d'un point de vue budget,
on n'est pas non plus sur les mêmes budgets que du jeu vidéo. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui fait que nous on préfère être sur quelque chose de simple, qui n'accapare pas le regard, qui n'est pas la tablette ou le smartphone n'est pas la fin du jeu, n'est pas l'objet du jeu. Le jeu, c'est vraiment l'environnement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce serait la dernière question. Oui, dernière, c'est juste un peu rigolo. C'est comment vous gérez l'effet Kinder, c'est-à-dire le double effet. Vous pouvez être déçu et par le jeu et par le contenu. Excusez-moi. Quel retour vous avez en fait, c'est un peu ça la question, sur la satisfaction du jeu, en dehors du fait qu'effectivement il y a tant de personnes qui ont commencé le jeu, est-ce qu'ils l'ont terminé, est-ce que ça leur a plu, quel retour voilà, alors, là, les retours sont. Ma réponse, elle va dépendre un peu du jeu. Si vous voulez, le jeu sur lequel on a le plus de retours, les retours les plus documentés, c'est le jeu de la Corderie Royale. Parce que le jeu de la Corderie Royale, ils prennent du matériel au départ et ils le rendent à l'arrivée. En plus de ça, on a la prise d'une photo, ils prennent une photo souvenir, donc là, ils n'en prennent pas une, ils en prennent 10, ils s'amusent dans toutes les positions. Bon. Et à la fin, ils vont donner leur email pour récupérer. Là, on leur dit, vous remplissez ce questionnaire, sinon pas de photo souvenir. Et donc là, on a un vrai retour très détaillé. En plus, on voit sur quelles étapes ils vont éventuellement avoir buté, ce qui a été facile, ce qui a été plus difficile. On a calibré la chose pour que l'étape la plus difficile ait un taux d'échec de 25%. C'est jamais bloquant, hein, c'est-à-dire qu'on continue, mais simplement, là, on n'a pas gagné. Donc on reste sur du jeu qui est quand même très accessible. Et on a un taux de satisfaction de mémoire de 98,5%, c'est-à-dire qu'il y a 98,5% des gens qui recommanderaient le jeu à leurs amis. Donc les gens sont très contents. Sont amusés, ils ont vécu une expérience. Après, donc ça peut être un cas assez particulier parce que on sait que les gens fait le jeu, sont sur place. Sur un chargement de jeu géolocalisé, il y a beaucoup de gens qui vont charger, qui vont regarder de quoi il se passe, de quoi ça parle, comment c'est fait, et ne vont pas forcément se rendre sur place. D'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté, on peut tout à fait avoir des jeux qui commencent qu'on commence chez soi, donc on commence un peu notre enquête chez soi, et après, hop, on emmène le joueur à sortir de chez lui et à se rendre sur place. Et donc après, les autres tours au niveau des satisfactions, dès qu'on a un événementiel, on se rend à l'arrivée, et on demande aux gens est-ce qu'il y a eu des blocages, est-ce qu'il y a eu des points, donc là, ça nous permet d'améliorer l'ergonomie, d'améliorer notre connaissance des jeux. Et bon, alors là, j'ai pas de questionnaire, j'ai pas de statistiques, mais c'est juste on récupère un peu ces retours. Et puis après, sur l'App Store, hein, on a les retours des gens sur l'App Store, et là c'est les gens qui veulent. Donc il y a les gens, sur l'App Store, il y a les gens qui sont mécontents, qui mettent des retours, ou les gens qui sont très contents. Et il se trouve qu'on a plutôt des gens qui sont très contents. Château de Versailles, c'est là où ce jeu-là, on a le plus de retours, forcément c'est notre jeu le plus chargé. Et le retour le plus négatif qu'on ait, mais qui est assez récurrent, hein, c'est jeu trop court. Ça pour nous c'est bien. Voilà. Il faut faire que les gens trouvent le jeu trop court que trop long.